Mais c'est pour ça, ne croyez pas que je m'accroche au pupitre, c'est juste que je suis l'orateur suivant, donc ça évite un déplacement inutile. Voilà. Oui, c'est le même. C'est bizarre. Merci Antoine et Cédric. Nous allons ouvrir cette session glaucome et exploration du glaucome avec le professeur Labbé qui va nous parler de l'imagerie du segment antérieur. Merci beaucoup Hélène. Oui, je vais vous parler d'imagerie du segment antérieur dans le glaucome. Alors, vous verrez, je vais parler beaucoup de fermeture de langue parce que l'imagerie est quand même beaucoup utilisée dans la fermeture de langue. Vous allez voir que ça n'est pas que son utilisation dans la fermeture de langue qui est intéressante. On a actuellement deux grandes familles d'imagerie qui sont intéressantes pour finalement imager le segment antérieur de l'œil. C'est les techniques d'UBM et d'OCT. Vous savez, l'UBM, c'est une technique à base d'ultrasons qui a l'avantage de mieux pénétrer les structures oculaires et donc d'obtenir des visibilités meilleures des structures rétro-iriennes. Et puis vous avez l'OCT que vous connaissez bien, qui est plus facile d'utilisation, plus rapide, non contact, qui a une meilleure résolution de l'UBM. Je rappelle, l'UBM, habituellement, a une résolution de l'autour de 15-20 microns, alors que l'OCT, aujourd'hui, on a des résolutions qui sont plutôt de l'ordre de 5 microns. Et cette résolution est meilleure pour les structures situées en avant de l'iris. L'OCT a de grandes difficultés à passer au travers du pigment irien et donner des images en arrière de l'iris. Ça permet également des analyses dynamiques, plus faciles que l'OCT, et probablement une analyse dans une position qui est plus physiologique, n'en déplaise à certaines personnes. La position habituelle de l'être humain n'est pas allongée, c'est plutôt une position debout ou assise, et c'est vrai que l'OCT permet effectivement de faire ces images en position allongée, ce qui n'est pas le cas en position assise, pardon, ce qui n'est pas le cas de l'UBM. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser une imagerie de segment antérieur ? Le gros de l'utilisation de l'imagerie de segment antérieur, c'est quand même l'analyse des mécanismes à l'origine de la fermeture de l'angle. Comme l'a bien dit Yves Lachkar, avant d'être certain que c'est un glaucome à angle ouvert, il faut quand même s'assurer que c'est bien un glaucome à angle ouvert et que l'angle est bien ouvert. Et donc, quand est-ce qu'on va faire une imagerie de l'angle ? Quand l'angle est suspect, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien certain, après avoir fait bien la gonioscopie dynamique, que l'angle est réellement bien ouvert. C'est vrai que ça aide, c'est pas systématique, mais ça aide. Un angle qui n'aurait pas été réouvert après un laser, et dans quelques cas particuliers de suspicion de glaucome malin. On vous l'a déjà dit, mais l'enseignement, c'est l'art de la répétition. L'examen de l'angle iridocornéen, c'est indispensable, pas simplement dans les angles étroits, c'est indispensable devant tout patient qui a une hypertonie ou un glaucome ou une suspicion d'hypertonie ou de glaucome. Le but, c'est effectivement d'identifier les sujets à risque de fermeture de l'angle, mais également les modifications de l'angle qui surviennent chez les patients qui ont un angle ouvert et suivent ces changements dans le temps. Alors, pour examiner l'angle, il y a effectivement deux techniques, la gonioscopie, vous l'avez déjà vu, et l'imagerie de segment antérieur. Je vous l'ai dit, identifier les mécanismes, c'est essentiel dans la prise en charge des patients qui ont des angles étroits. Voilà les différents mécanismes. Le blocage pupillaire, c'est le plus fréquent. 80% des fermetures de l'angle sont liées à du blocage pupillaire, une hyperpression dans la chambre postérieure qui refoule l'iris en avant. Vous avez cet iris convexe vers l'avant. Le modèle témoin du blocage pupillaire, c'est ce qu'on appelle l'iris tomate, où l'iris est collé à la capsule antérieure du cristallin. Ça, c'est le blocage pupillaire maximal. Ça, c'est des images d'UBM, ça, c'est des images d'OCT. Alors, avec l'OCT, on a des signes indirects. Vous avez ici cette convexité de l'iris vers l'avant. On ne voit pas la relation tellement avec le corps ciliaire, mais on arrive à avoir des signes indirects qui permettent de dire qu'il y a une part de blocage pupillaire dans ce cas présent. L'autre mécanisme référent, c'est l'iris plateau. Qu'est-ce qui se passe dans l'iris plateau ? Le corps ciliaire tourne, est refoulé vers l'avant et refoule la racine de l'iris. Vous voyez ici, très bien, qui est comme porté, comme un plateau, par le corps ciliaire qui vient fermer l'angle iridocornéen. Vous avez ces images d'UBM typiques. Voici d'autres images en OCT. On ne voit pas bien, comme je vous disais, les relations entre l'iris et le corps ciliaire. Néanmoins, les devine. Et vous voyez ici qu'il y a un iris qui a cette format rectiligne et qui prend une courbure en périphérie ici, qui vient fermer l'angle. IP, finalement, quand le mécanisme est purement de l'iris plateau, est peu efficace, puisque mon angle reste étroit ici, parce que le corps ciliaire refoule toujours la racine de l'iris. Diagnostic différentiel de ces iris plateaux, les kystes iridociliaires. On a vu des très belles images avec le professeur Rousseau tout à l'heure, et on voit ici ces images de kystes qui refoulent la racine de l'iris. Là aussi, c'est le même mécanisme avec ces voussures iriennes. Le diagnostic est relativement aisé. Une autre cause d'angle parfois difficile à analyser et qu'on oublie souvent, c'est les insertions anormales de l'iris.
Et vous voyez ici 3 types d'insertion, une insertion normale en haut, une insertion très antérieure. Sachez que l'iris peut même s'insérer au niveau du trabéculum, voire antérieur au trabéculum. Et donc ça, c'est les choses qu'il faut regarder. C'est une cause très fréquente d'angle fermé chez le sujet mélanoderme. C'est très très fréquent, ces iris insérés très antérieurs. Il faut y penser et vous comprenez bien que sur ces types d'angles, l'IP est peu productive. La cause préférée de nos jeunes collègues, les causes cristalliniennes, où vous voyez effectivement ces gros cristallins qui poussent l'iris vers l'avant et qui vont provoquer effectivement ces fermetures de l'angle. Évidemment, dans ces cas-là, l'ablation du cristallin présente un intérêt. D'autres causes, le glaucome malin que vous avez ici, où là c'est parfaitement imagé en échographie. L'échographie UBM va permettre de faire le diagnostic différentiel, va éliminer par exemple des décollements choroïdiens qui pourraient refouler l'iris vers l'avant. Et dans le cas de glaucome malin, l'imagerie, elle est essentielle et indispensable. Diagnostic différentiel, vous avez ici une imagerie de diffusion cilio-choroïdienne. En fait, le plan irido-ciliaire est basculé vers l'avant parce qu'il y a un œdème périphérique, notamment dans ce cas précis au niveau des corps ciliaires, qui fait basculer le plan irido-ciliaire vers l'avant et qui provoque cette fermeture de l'angle. Pour votre information, ça c'était un patient qui faisait ce genre de réaction sous Diamox. Donc on lui faisait Diamox pour faire baisser la tension et quand on le mettait sous Diamox, il fermait sa chambre antérieure et il faisait un mécanisme de bascule antérieure. Les rétractions antérieures, donc l'iris n'est plus poussé vers l'avant, mais l'iris est attiré vers l'angle. C'est toutes les causes de rétraction, et syndrome irido-cornéo-endothélial, GNV et autres uvéites. Et là, l'imagerie nous montre ces images. Alors, l'imagerie n'apporte pas grand-chose dans ces mécanismes-là. Donc, l'imagerie, c'est utile dans les angles étroits pour identifier le mécanisme, parce que pour faire le traitement adéquat de l'angle fermé, il faut identifier le mécanisme. Certains glaucomes secondaires, là aussi, l'imagerie est intéressante. Et là encore, l'UBM est plus intéressante que l'OCT. Là, on est des cas typiquement de glaucome à angle ouvert, pas primitif, mais secondaire. La dispersion pigmentaire, c'est important dans les patients qui présentent des dispersions pigmentaires, d'aller rechercher ce qu'on appelle le blocage pupillaire inverse. C'est-à-dire, vous savez, dans le blocage pupillaire, on a une hyperpression dans la chambre postérieure qui refoule l'iris vers l'avant avec un iris convexe. Dans ce qu'on appelle le blocage pupillaire inverse, on a une hyperpression dans la chambre antérieure qui refoule l'iris vers l'arrière, d'où l'aspect concave de l'iris et les frottements de l'iris avec la capsule antérieure ou les fibres zonulaires qui vont donner cette dispersion pigmentaire. Vous avez sur l'image de gauche avant et sur l'image de droite après iridectomie périphérique. Et vous voyez, quand on fait l'iridectomie périphérique, on équilibre les pressions et on diminue ces frottements. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'IP chez tous les patients qui ont une dispersion pigmentaire, ça c'est un sujet en soi. Néanmoins, chez ces patients qui ont des dispersions pigmentaires, aller montrer qu'il y a ce blocage pupillaire inverse, c'est probablement un argument pour ensuite aller leur proposer, si nécessaire, de faire une iridotomie périphérique. Dans les traumatismes oculaires, là aussi l'imagerie est très utile pour aller voir une récession angulaire, confirmer l'atteinte de l'angle en UBM à gauche et une désinsertion à droite de l'iris sur l'image en UBM. Et donc dans les traumatismes oculaires avec des hypertonies ou des hypotonies, les imageries du segment antérieur ont un intérêt réel. Au-delà de l'analyse des mécanismes de fermeture de l'angle, il y a le dépistage des angles étroits. Et donc ça, c'est effectivement, l'imagerie est extrêmement utile, notamment dans des grandes études de population, afin d'utiliser des paramètres quantitatifs. Ils n'ont strictement aucun intérêt en pratique clinique. Il y a à peu près autant de paramètres qu'il y a d'auteurs qui ont analysé ce type de paramètres. Ils sont néanmoins utiles dans des études de population pour aller repérer des facteurs de risque, des corrélations de niveau de positionnement d'angle et de risque de fermeture. Mais vous voyez, l'imagerie a quand même transformé cette analyse. Et puis aussi sur des paramètres très précis, toujours pour nos jeunes collègues qui se précipitent pour aller enlever un cristallin, c'est vrai que mesurer la flèche cristallinienne est un argument utile pour justifier ou pas de la participation du cristallin à la fermeture de l'angle. Et c'est vrai que mesurer cette flèche aide beaucoup. C'est quand même un des paramètres quantitatifs qui est très utilisé aujourd'hui pour justement justifier ou non une chirurgie de la cataracte plutôt qu'une iridoctomie périphérique, par exemple. Sachez qu'aujourd'hui, on peut avoir des images en 3 dimensions. Évidemment, l'IA est en train de se mêler à tout ça, n'est pas encore utilisé en pratique clinique courante, mais il y a des programmes d'IA qui vont probablement être capables, sur des images d'OCT, de dire quelle est la proportion du mécanisme à l'origine de la fermeture de l'angle. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Mais vous voyez des images où on peut quantifier les zones d'apposition, par exemple dans les cas de fermeture de l'angle, et de les quantifier dans le temps, parce que c'est toujours difficile de se dire, tiens, est-ce que ce malade continue à fermer son angle, est-ce qu'il continue à faire des appositions? Là, vous avez des moyens de mesurer de manière précise des surfaces. Et puis, dernier point où l'imagerie est utile, c'est la surveillance de la chirurgie et des lasers. Évidemment,
avant ou après une iridotomie périphérique qui n'a pas permis de réouvrir l'angle, on peut effectivement refaire une imagerie. Ça permet d'avoir des arguments pour aller faire éventuellement une autre prise en charge. À droite, à gauche, vous avez un mécanisme de blocage pupillaire associé à un mécanisme cristallinien. On fait l'IP, vous voyez, le blocage pupillaire est levé, l'iris n'est plus convexe vers l'avant, il est plat. Persiste un mécanisme cristallinien, savoir si on doit enlever le cristallin ou pas. À droite, c'est un sujet avec principalement un mécanisme d'iris plateau, mais aussi associé à du blocage pupillaire sur l'image de haut. Vous retrouvez le plateau plus l'iris convexe. Et si vous regardez en bas, on a levé le blocage pupillaire. L'iris n'est plus du tout convexe, mais par contre persiste l'iris plateau avec un angle qui reste malgré tout étroit. Et c'est vrai que dans ces cas-là, l'imagerie, et en particulier l'UBM, est utile. Surveillance des chirurgies. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plein de techniques chirurgicales, toutes les plus merveilleuses les unes que les autres. Et donc, effectivement, aller pouvoir vérifier le positionnement d'un tube dans la chambre antérieure, sa distance par rapport à la cornée, une éventuelle obstruction par un pan d'iris qui serait mis devant. C'est vrai que parfois, au travers d'une cornée un peu édémateuse, on ne le voit pas très bien. Et c'est vrai que ce type d'imagerie, aujourd'hui, nous aide en pratique et nous permet effectivement d'aller s'assurer de la perméabilité d'un tuyau, de l'aspect d'une bulle de filtration, on va y revenir. Vous avez ici une jolie image d'un petit, ça c'était un Preserflow, ici avec une exposition du tuyau. Surveillance effectivement des bulles. Vous savez que tout chirurgien du glaucome est très préoccupé par l'aspect des bulles de filtration. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une bulle de filtration, notamment avec les bulles aujourd'hui qu'on a avec la mise en place de drains. On a parfois l'impression qu'il y a une bulle, en fait pas du tout, c'est une espèce de fibrose majeure. Et c'est vrai que l'imagerie de segment antérieur peut permettre de répondre à la question, est-ce qu'il reste encore du liquide? Est-ce qu'il n'y a plus de liquide? Qui dit liquide dit je peux faire quelque chose de conservateur, aller faire un needling, ou pas de liquide du tout, il faut faire une reprise. L'imagerie nous aide également pour ça. Alors l'imagerie du segment antérieur, ça ne remplace pas l'examen clinique, jamais. Plus on sait ce qu'on cherche, comme l'a expliqué le professeur Rousseau, plus on trouve et plus ça nous aide. Mais néanmoins, il y a quand même un intérêt pour compléter notre examen clinique et améliorer notre sensibilité. Je vous remercie pour votre attention. Merci Antoine.